Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du rôle qu'ont pu jouer les pandémies dans la fin de l'Empire romain. Un livre qui est paru en 2017 a remis cette question au centre de la problématique sur la chute de l'Empire romain. Bon, là, j'ai un problème, excusez-moi. Ça ne marche pas, droite-gauche? C'est là-dessus que j'appuie et elle ne marche pas. Bien, je crois qu'il va falloir que je recommence. Oui, je vois. Oui, Oui, ne vous inquiétez pas, ils vont le couper. Ah, merci. Là et là pour reculer. Vous n'arrivez pas, Madame Ferry, Droite-gauche. les diapos? Ça marche? Comme ça. Oui. Et si Ça tu marche. reculer comme ça. On reprend à zéro? Oui, je crois. Très bien. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du rôle que les pandémies ont peut-être joué dans la chute de l'Empire romain. En 2017, c'est la question qu'a posée un livre de grand public écrit par un historien américain, Guy Harper, qui a, dans une synthèse intitulée The Fate of Rome, a posé la question. Cette synthèse a été immédiatement traduite en français sous un titre un peu trompeur, « Comment l'Empire romain s'est effondré ». Trompeur parce que, en réalité, Kyle Harper ne fait pas l'historique d'un effondrement, mais au contraire, il s'oppose à une historiographie traditionnelle qui fait de la chute de Rome une mécanique irréversible dans laquelle dominent les phénomènes politiques, militaires et moraux éventuellement. Cette première vision de l'effondrement de l'Empire romain était celle traditionnelle et totalement dépassée d'Edward Gibbon à la fin du XVIIIe siècle, intitulée « Déclin et chute de l'Empire romain ». L'originalité de Harper, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il a mis en regard de l'histoire traditionnelle de la chute de l'Empire romain une autre histoire. Et il a rendu une autre histoire de l'Antiquité tardive en mettant l'accent sur deux autres histoires parallèles et en même temps intriquées avec l'histoire des sociétés. D'abord, l'histoire écologique, celle du climat et des environnements et de leur évolution, et surtout l'histoire biologique, notamment l'histoire des bacilles et des virus, autant que la science moderne puisse le reconstituer. Cette histoire vient à point, c'est une vaste synthèse qui repose sur 30 années d'évolution de l'archéologie et notamment de l'analyse archéologique des ossements et des sépultures de masse. C'est aussi de l'archéozoologie puisque le lien entre les épidémies animales et les épidémies humaines, plutôt les épizooties et les épidémies, est désormais bien connu. La chute de Rome, en effet, a été marquée par 3 pandémies. Ce sont les premières pandémies d'Occident, en ce sens que ce sont les premières épidémies qui ont touché plusieurs régions et tout autour de la Méditerranée, allant d'ailleurs largement au-delà des limites de l'Empire romain, même si nous ne parlerons là que des limites de ce vaste empire. La première pandémie est la peste antonine, qui commence officiellement en 165, s'étend jusqu'en 170 et qui a une résurgence en 192. C'est peut-être une forme ancienne de la variole et nous la connaissons bien par des témoignages littéraires, notamment l'analyse du médecin Galien.
La deuxième de ces pandémies a lieu un siècle plus tard, c'est la peste de Cyprien, qui, de 249 à 270, ravage la Méditerranée et au-delà, jusque dans l'Asie centrale. C'est une maladie, là, beaucoup moins connue, puisque nous n'avons plus le témoignage de médecins, nous avons le témoignage d'un évêque, notamment Cyprien, c'est pour cela qu'on lui donne le nom, même si ce pauvre évêque n'a eu aucun rôle dans la propagation de l'épidémie. C'est une maladie hémorragique, non identifiée, peut-être vraisemblablement virale, qui correspond sans doute, c'est la dernière hypothèse à ce jour, mais elle est réversible, à la mutation d'un filovirus. La troisième épidémie touche un empire romain qui a beaucoup changé, c'est ce que l'on appelle à juste titre cette fois-ci la peste de Justinien, parce que l'empereur Justinien a été atteint. Cette peste, elle est très bien connue, mes collègues médiévistes la connaissent d'autant mieux que c'est la première forme de Yersinia pestis, de peste. C'est elle qui ouvre la transition entre Moyen-Âge, entre plutôt Antiquité et Moyen-Âge. Elle est mieux connue en Orient, mais elle a sévi aussi en Occident et elle a eu 2 siècles de résurgence. Nous avons pour l'Empire romain plusieurs témoignages littéraires, ceux de Procope, de Césarée, de Jean d'Éphèse, de Cassiodore venant de Rome, de Constantinople ou de Syrie. Mais nous avons également, pour cette peste-là, une documentation archéologique très riche. Ces 3 pandémies n'ont pas eu le même rôle, le même impact dans l'évolution de l'Empire romain. La peste antonine, c'est probablement une forme donc ancienne de la variole, a pour provenance possible l'Afrique subsaharienne et on la suppose, cela reste une hypothèse mais elle est assez avérée, d'un contact entre le monde sauvage et le monde caravanier, puisque ce serait elle serait passée de la gerbille à sol plantaire nu, au chameau, puis à l'homme. Ces premiers cas attestés, avant que la pandémie ne soit vraiment historiquement attestée, seraient en Arabie en 156. En 165, on a le témoignage des premiers morts en Asie mineure. Et à partir de 165, cette épidémie flambe, car elle frappe d'abord une armée romaine, celle de l'empereur, du co-empereur Lucius Verus qui assiège Séleucie. Cette armée est frappée, elle est victorieuse cependant, et elle revient à Rome, où en 166, l'épidémie explose. Et à partir de Rome, centre vital du commerce comme de la décision politique, eh bien, elle part dans toutes les directions, car elle se transmet d'homme à homme et elle se transmet aussi par l'intermédiaire des objets. C'est ce que Kyle Harper définit comme un tueur sournois et déterminé. Il y a en effet une assez longue période d'incubation qui est quand même dangereuse, car alors que des malaises anodins seuls apparaissent, elle est déjà transmissible, et puis à partir de la phase éruptive, elle devient extrêmement contagieuse. La désorganisation des structures est pratiquement immédiate. Si l'on prend l'exemple d'Athènes, qui est frappée en 167, on n'a plus de magistrats pour diriger la ville en 167. 2 ans plus tard, la même catastrophe se reproduit en 169, en 171 également. Et parce que cette maladie touche aussi bien les pauvres que les riches, les élites que les malheureux. L'armée est touchée cette fois-ci en Occident, puisqu'en 168, la vaste armée réunie par Marc Aurèle pour aller combattre les invasions germaniques qui menacent l'Italie est décimée à Aquilée.
En 192, la résurgence a certainement été pour beaucoup dans la déstabilisation de Rome et le renversement de l'empereur Commode, fils de Marc Aurèle. Cependant, l'Empire romain a des possibilités de résurgence, de résilience, et un certain nombre de phénomènes ont freiné l'impact. Certes, les Romains ont été surpris. Ils avaient beau être habitués aux phénomènes épidémiques, cette peste antonine a été un véritable choc, mais l'État et l'organisation a globalement bien réagi, notamment pour ce qui est de l'assistance médicale, même si elle est complètement déroutée par cette nouvelle maladie, les réflexes d'isolement, d'hygiène, le débarrassage, si j'ose dire ainsi, des cadavres ont été rapidement et bien organisés, de sorte que la maladie ne s'est pas trop étendue. En plus, eh bien, les Romains ont fait preuve d'une véritable résilience, puisque très vite après, la population a repris confiance. Il n'y a eu aucun trouble, à part peut-être à Rome en 192, aucun trouble politique, en tout cas aucun trouble social. Il n'y a pas eu non plus de remise en question des structures. L'impact démographique a été relativement mineur pour une pandémie, on l'estime à 20% au pire de la population. Aucune région n'a été désorganisée durablement. Bien sûr, il y a eu des vacances du pouvoir, mais globalement, elles ont été atténuées par une bonne réponse de la société. Les problèmes d'organisation, pas tant parce qu'il n'y a pas eu il n'y avait plus beaucoup de paysans dans les campagnes, ont été assez vite palliés par le fait que l'Empire romain a l'habitude des stockages et donc l'État a vite ouvert ses stocks. Toutefois, la pandémie a mis sous tension dans l'Empire certaines structures, celles notamment dans des domaines qui dépendent du pouvoir central, les finances et l'armée. Le rendement fiscal a été affecté. Or, ce rendement fiscal était extrêmement nécessaire à ce moment-là au pouvoir impérial, puisque il y avait une combinaison entre deux phénomènes, la pression sur les frontières des barbares et d'autre part le fait que, en raison de la baisse démographique, notamment de la jeunesse, eh bien, on avait un besoin accru de soldats. Il a fallu augmenter les soldes et cela avec une fiscalité qui était défaillante. La solution a été une déflation monétaire, une dévaluation sournoise de la monnaie principale qui était la monnaie d'argent. Cette stratégie de défense a joué et les Romains ont réussi à surmonter les crises militaires et politiques de cette période. Après une guerre civile, quand même, qui n'a pas pour origine la pandémie, l'Empire romain, sous la dynastie suivante, celle des Sévères, a retrouvé sa confiance et une certaine forme de solidité. Elle a même retrouvé un potentiel offensif en faisant la conquête d'une partie de la Mésopotamie. Toutefois, cette première pandémie était moins grave que les deux qui ont suivi. La peste de Cyprien a éclaté dans un ciel qui pourrait paraître politiquement comme presque serein. La célébration des Jeux séculaires à Rome en 248 précède immédiatement l'explosion de la pandémie. Toutefois, l'Empire romain subissait un autre affaiblissement qui était bien plus sournois, qui était le fait que le climat était en train de changer. Jusque-là, depuis 4 siècles, les Romains bénéficiaient de ce qu'on a appelé plus tard l'optimum climatique romain, c'est-à-dire qu'ils profitaient d'un temps chaud et humide sur tout l'espace méditerranéen. Malheureusement,
pour les Romains, et c'est bien connu des archéologues dans les strates de l'époque qui commence vers 160 et s'achève vers 250, eh bien, on constate un refroidissement et un assèchement brutal du climat dans la zone méditerranéenne qui se traduit par une adaptation des cultures. Adaptation des cultures, mais quand même, comme le constate l'évêque Cyprien, les Romains ont le sentiment d'un vieillissement du monde. Les Romains, dit Cyprien, pensent que les étés sont moins chauds, les printemps et les automnes moins fertiles et moins humides. Et d'une certaine façon, lui, le chrétien, voit en cela l'annonce des temps apocalyptiques. Il est en quelque sorte servi par le déclenchement d'une nouvelle épidémie qui vient d'Éthiopie et qui est de toute évidence la conséquence de l'intensité du commerce des Romains avec le monde, avec la mer Rouge et surtout, par-delà, le monde subtropical. Cette épidémie, nous connaissons beaucoup moins bien son déroulement. La carte ici montre les foyers qui partent d'Égypte et qui ensuite se développent tout autour de la Méditerranée. Mais ce sont les témoignages littéraires qui nous apprennent que les marchands voient cette épidémie marcher sur leurs pas, marcher à côté d'eux, puis les dépasser, voire les faire succomber. La peste de Cyprien dure une vingtaine d'années, qui correspondent effectivement à une des crises les plus graves que l'Empire romain a connues, sans pour autant s'effondrer. C'est ce que l'on a appelé communément la crise du IIIe siècle. Une succession rapide d'empereurs, une menace militaire, une explosion de l'Empire. Quel lien peut-on faire entre cette crise du IIIe siècle et la pandémie ? Globalement, le lien n'est pas totalement évident. Il est fait parfois par les contemporains qui constatent que l'Empire central ne peut rien pour eux et qu'il leur faut se replier sur leur petite province, sur leur petite région. C'est une époque où la grande période d'urbanisation s'arrête, où au contraire les villes se replient sur des zones défensives, faciles à défendre. Donc, on se méfie aussi du phénomène urbain dont on a bien vu le lien entre épidémie et surhabitation. On peut constater donc aussi que la pandémie, en raison de l'effondrement des finances, a accéléré la crise financière. Le système financier romain ne se relève pas de cette crise et c'est la fiscalité, bien sûr, touchée au premier chef par l'épidémie, qui en est la cause essentielle. Par ailleurs, les armées se retrouvent désorganisées dans leur commandement par les subites épidémies qui ouvrent des boulevards aux Goths et autres tribus, et aux Francs et autres tribus qui menacent l'Empire. Mais d'autres phénomènes expliquent la pression gauloise, la pression barbare sur l'Empire, et notamment l'organisation au-delà des frontières, sur un modèle parfois importé des Romains, de grands royaumes barbares beaucoup plus puissants, avec une armée bien plus performante que les tribus qui précédaient. Cependant, encore une fois, après 20 ans, l'épidémie reflue, les populations récupèrent, on constate à peu près, autant que l'absence de statistiques nous permette d'avancer des éléments, on constate au contraire un redressement de la population et une transformation de l'Empire. Certes, la monnaie d'argent et le système du Haut Empire se sont effondrés, mais
On peut, autour de la monnaie d'or, les empereurs Aurélien, puis Dioclétien et puis Constantin rétablissent une monnaie solide, ils rétablissent également une économie d'empire qui est dynamique, et ils réussissent même à rendre l'empire, du moins le poste de l'empereur, beaucoup plus efficace, puisque ce redressement politique passe par une réorganisation complète de l'empire en petites provinces, en diocèses, et rendant ainsi les ordres de l'empereur partant des 4 grandes capitales de la tétrarchie, Trèves, Milan, leur rendant donc plus rapidement et plus efficacement obéi. Donc l'empire se centralise, l'empereur devient vraiment le centre de toute la pensée et de toute l'organisation de l'empire, centralisation, administration renforcée. Ce redressement tétrarchique ouvre à ce que l'on a appelé le beau IVe siècle. Effectivement, ça a été au prix d'un durcissement et d'une unification idéologique qui sont passés d'abord par les persécutions des chrétiens, les persécutions de Trajandès, de Valérien, de la tétrarchie, donc de Dioclétien. Mais à partir de l'adoption par Constantin du christianisme, eh bien, on constate qu'on a en sens inverse une nouvelle idéologie qui accompagne l'idéologie impériale, qui est l'organisation d'un christianisme d'abord protégé, puis favorisé par l'État. Il en va différemment de la peste de Justinien, qui est une explosion de mortalité. Cette peste, on peut la décrire, on peut en décrire l'impact comme on a pu décrire celui de la peste noire, de la grande peste de la fin du Moyen-Âge. Elle présente exactement les mêmes symptômes, la même épidémiologie. Son centre de gravité et d'explosion, c'est Constantinople. Constantinople qui, à ce moment-là, est devenue la capitale de ce qu'il reste de l'Empire romain. Celui-ci, en Occident, en 476, s'est morcelé. En revanche, l'Empire romain subsiste en Orient, on parle toujours latin. L'empereur Justinien s'estime comme le successeur de Constantin. D'un point de vue tant religieux que légal, c'est par exemple l'auteur du plus grand code de loi, ce qui a donné naissance à notre vision du droit romain, le code de Justinien. Cet empereur veut reconquérir l'Occident. Il a envoyé pour cela son général Bélisaire et malheureusement, ou heureusement, enfin c'est ainsi en tout cas, cette offensive sur l'Occident est arrêtée par la peste. On peut dire que, contrairement aux précédentes, la peste de Justinien a été effectivement un coup d'arrêt pour l'Empire romain. Les 2 pestes précédentes, qui n'étaient donc pas vraiment des pestes, mais des pandémies, ont pu être surmontées. En revanche, celle de Justinien ne l'est pas. C'est d'abord en raison de sa grande violence, qui est bien supérieure à celle des épidémies précédentes. On a compté jusqu'à 20 000 morts par jour à Constantinople. Constantinople a perdu 230 000 habitants en 4 mois, ça c'est certain. Les contemporains disent qu'après 230 000, on n'a plus compté et estimaient à 60% donc la perte dans la capitale de la population. Cette peste, nous le savons par les cimetières, et notamment les cimetières ruraux, a touché les campagnes. Cependant, l'Empire romain a survécu en Orient, mais c'est devenu autre chose. C'est devenu l'Empire byzantin sur d'autres structures, avec d'autres horizons. Pour comparer donc ces 3 épidémies, ce que suggère cette comparaison, c'est que d'abord, une pandémie n'est pas en soi seule cause de déclin. Elle est toujours suivie d'une reprise,
Elle l'a été même pour l'empire de Justinien, puisque l'empire byzantin est un empire brillant. Cependant, ce rétablissement se fait au prix de transformations qui sont plus ou moins décisives. L'autre point commun de ces trois pandémies, c'est qu'elles ont toutes provoqué une intense adaptation intellectuelle et culturelle. La vitesse de la résilience dépend de plusieurs facteurs, en fait. D'abord, la contagiosité et la durée de la pandémie. Les 2 siècles de la peste de Justinien ont été bien plus pesantes pour la population de l'ancien Empire romain que ne l'ont été les 2 pandémies précédentes. La prospérité de la société. La peste antonine s'est très vite résolue en raison de la solidité économique et sociale de l'Empire, alors que pour surmonter la peste de Cyprien, il a fallu opérer de plus profondes réformes. Enfin, l'importance des phénomènes environnementaux. Le fait que la peste de Justinien se déroule lors d'un âge glaciaire, la décennie 530-540 a été la plus froide de nos 2 millénaires, explique en grande partie sa gravité, puisque à l'écologie s'ajoute la pandémie. Enfin, la capacité de s'adapter à l'après-crise, d'envisager des remèdes immédiats. Justinien porte une très lourde responsabilité dans la gravité de l'épidémie de son temps, puisqu'il a mis plus de 10 ans à prendre les mesures qui auraient permis aux survivants, notamment les mesures fiscales et monétaires, de retrouver une forme de prospérité. De ce point de vue-là, il a aggravé la crise qui a été causée par la pandémie. Voilà, je vous remercie.